Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Alors, avant d'entamer le fond du sujet, je souhaite préciser pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. D'une part, dans le cadre de ma thèse en droit, ça fait 5 ans que je travaille sur le sujet. D'autre part, je m'inquiète de la manière dont les youtubeurs relaient depuis quelque temps le message de YouTube. Les youtubeurs publient des vidéos alarmistes sur l'article 13. Alors le problème n'est évidemment pas qu'ils s'expriment sur le sujet, mais qu'ils servent de porte-parole de YouTube sans remettre en cause la véracité des informations qui leur ont été fournies. En effet, pour les effrayer, YouTube dissimule certains éléments essentiels. Cette campagne de désinformation orchestrée par YouTube est dangereuse. Mon but est donc d'expliquer ici ce qu'est l'article 13 et de décrypter le message de YouTube, d'expliquer en quoi YouTube ne dit pas toute la vérité et pourquoi elle ne dit pas toute la vérité. Qu'est-ce que l'article 13 ? Il s'agit de l'article 13 de la proposition de directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique. Cette proposition de directive a été présentée par la Commission européenne en 2016. Le 12 septembre 2018, le Parlement européen a amendé, c'est-à-dire modifié, ce texte. Je vais me baser sur cette version et mets le lien en description de la vidéo. Et une directive, qu'est-ce que c'est ? Une directive est un texte législatif de l'Union européenne. Ce texte indique les objectifs que doivent atteindre les États membres de l'Union européenne, dont fait partie la France. La directive sur le droit d'auteur ne sera donc pas immédiatement applicable en France. L'Assemblée nationale et le Sénat devront voter une loi de transposition dans les années qui suivent le vote de la directive. Nous allons à présent étudier ce fameux article 13. Je vais reprendre le texte et tenter de vous l'expliquer. Il est important de se référer en premier lieu aux considérants. Les considérants servent à comprendre l'intention du Parlement européen. Les considérants relatifs à l'article 13 sont les considérants 37 bis et 38. Le considérant 37 pose le contexte. Internet a permis de nouveaux usages des œuvres, ce qui est bien, mais il y a des problèmes concernant la rémunération des auteurs de ces œuvres, constat qui fait consensus. Le considérant 37 bis explique qu'au cœur de ce problème se trouvent les plateformes, telles que YouTube, permettant la diffusion d'œuvres protégées pour lesquelles les auteurs ne sont pas rémunérés. Le point essentiel soulevé par ce considérant est celui de la responsabilité des plateformes. Les plateformes seront responsables des vidéos mises en ligne. C'est-à-dire que les auteurs d'œuvres, si leurs droits ne sont pas respectés, pourront directement agir contre YouTube, l'assigner devant un tribunal, afin d'obtenir réparation. YouTube s'expose donc à de graves menaces. C'est alors que l'article 13 fait la proposition suivante. Pour que YouTube ne soit pas considéré comme responsable, elle doit conclure des contrats de licence justes et appropriés avec les titulaires de droits. YouTube devra donc conclure des contrats avec les producteurs de films ou les compositeurs de musique, mais aussi avec les YouTubeurs. Je cite le texte. Les contrats de licence conclus par les prestataires de services de partage de contenu en ligne avec les titulaires de droits couvrent la responsabilité des œuvres chargées par les utilisateurs de ces services, aux conditions fixées dans le contrat de licence, à condition que ces utilisateurs n'agissent pas dans un but commercial. Ainsi, YouTube ne sera pas responsable de la vidéo, sauf si le YouTuber agit dans un but commercial. Si YouTube n'est pas responsable de la vidéo, elle n'aura pas à la supprimer. Plus important encore, le considérant indique que si des accords de licence sont conclus, il devrait également couvrir, dans la même mesure et dans les mêmes conditions, la responsabilité des utilisateurs quand ils n'agissent pas à titre commercial. C'est-à-dire que les YouTubeurs pourront utiliser les œuvres couvertes par la licence et utiliser des extraits de musique ou de films, sauf s'ils poursuivent un but commercial, c'est-à-dire sauf s'ils sont rémunérés ou font un placement de produit. Dans ce cas, la licence ne joue plus. En revanche, si le titulaire des droits sur une œuvre refuse de conclure une licence, alors celui-ci et la plateforme devront coopérer pour supprimer la vidéo. En gros, c'est le système Content ID déjà en place. Les choses ne devraient donc pas fondamentalement changer. Se pose maintenant la question épineuse de la suppression des vidéos. L'article 13 offre de nouveaux droits aux utilisateurs, leur permettant de contester plus facilement une suppression. Les plateformes, comme YouTube,
devront obligatoirement mettre en place un système permettant aux utilisateurs de former un recours contre la suppression. Ce recours devra pouvoir être effectif et rapide et devra être examiné par une personne physique. Si le litige persiste, les utilisateurs pourront saisir un organisme indépendant ou un tribunal. Voici l'essentiel de l'article 13. À présent, quels sont les arguments de YouTube relayés en masse par les YouTubeurs? Les éléments que je reprends ici sont issus de la page YouTube Save Your Internet. Principalement, YouTube explique qu'elle sera obligée de bloquer des millions de vidéos. C'est faux. Elle ne serait obligée de supprimer une vidéo seulement si un titulaire de droit refusait de conclure une licence. Si une telle licence est conclue, elle ne sera pas tenue de bloquer une vidéo, puisqu'elle n'en sera pas responsable. YouTube évoque également les mashups ou les parodies, sans distinguer les catégories de YouTubeurs. Il faut se rappeler que pour les vidéos des petits YouTubeurs, ceux qui n'agissent pas dans un but commercial, YouTube ne sera pas responsable. Il faut aussi préciser que les YouTubeurs n'agissant pas à des fins commerciales pourront utiliser, dans les conditions définies par la licence, les contenus tels que des extraits de musique ou de vidéos. Dès lors, on ne peut pas dire que la créativité sera bornée. Des usages jusqu'à présent illégaux seront autorisés. En pratique, il existe diverses craintes de dérive et notamment un blocage systématique malgré le système de licence. La proposition de directive précise qu'il convient d'éviter le blocage automatique. YouTube souligne qu'elle serait contrainte de supprimer toutes les vidéos pour ne pas prendre de risques, puisque Content ID ne serait efficace que si les titulaires de droit s'en servent et indiquent clairement les contenus qui leur appartiennent. Il faut rappeler qu'à défaut de licence, YouTube et les titulaires de droit doivent coopérer. Coopération qui pourrait prendre forme dans un accord relatif à l'utilisation de Content ID. On peut également craindre que pour les contenus non couverts par la licence, Content ID ne parvienne pas à distinguer ce qui ressort de l'exception au droit d'auteur et ce qui constitue une contrefaçon. C'est là que réside le principal danger et que YouTube risque de pratiquer une forme de censure. Dans cette hypothèse, les nouveaux droits reconnus aux YouTubeurs, un droit de recours effectif et rapide, leur permettraient de contester plus facilement la décision. Un autre argument que pourrait soulever YouTube est que la conclusion des licences l'oblige à diminuer la rémunération des YouTubeurs en raison des nouveaux coûts engendrés par ces licences. Néanmoins, la licence en question devra également être conclue avec les YouTubeurs eux-mêmes, qui devront être rémunérés de manière juste et équitable. Leur rémunération ne diminuera donc pas nécessairement. Elle pourrait même être meilleure. En raison de ces nouveaux coûts, il faut se demander si l'accès à YouTube pourrait devenir payant. C'est un risque. Cependant, il s'agira probablement d'un abonnement à un coût limité, quelques euros par mois ou une dizaine par an. En effet, YouTube ne pourra pas prendre le risque de faire payer l'accès à son site. Dans le cas contraire, de nombreux utilisateurs risqueraient de migrer vers d'autres plateformes, baissant l'audience de YouTube et faisant également partir des YouTubeurs. Mieux vaut pour YouTube que son bénéfice diminue plutôt que son chiffre d'affaires. En vérité, ce que ne dit pas YouTube, c'est qu'elle ne veut pas payer. Elle refuse de conclure des licences qui pourraient avoir pour conséquence de faire baisser son bénéfice. Mais sur les 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires réalisés l'année dernière par YouTube, combien en retire-t-elle des œuvres protégées, alors même que les auteurs de ces œuvres n'en sont pas rémunérés? L'activité développée par YouTube entraîne des conséquences dommageables pour certains auteurs d'œuvres. Peut-on admettre, est-ce juste, qu'elle retire uniquement des bénéfices de son activité et qu'elle n'en assume aucune de ces conséquences dommageables? Tous les artistes méritent une rémunération. La licence ne profitera pas qu'aux grands producteurs de cinéma ou aux artistes produits par de grandes compagnies, mais aussi aux musiciens ou cinéastes qui débutent. Tout comme un industriel doit assumer les risques que son activité fait peser sur l'environnement, YouTube doit assumer les dommages que son activité fait subir aux artistes. En réaction à ce texte, YouTube propose le système suivant. En premier lieu,
une collaboration entre les titulaires de droits et les plateformes pour identifier les contenus et les traiter. En second lieu, une responsabilité conditionnée par l'identification du contenu par Content ID ou une procédure de notification. On peut résumer ces propositions en une phrase. YouTube décrit plus ou moins le système actuel et ne veut pas le changer. Ces propositions visent donc à maintenir le statu quo. En conclusion, la situation n'est pas si dramatique. Le texte présente certes des limites, mais il ne signifie ni la mort de YouTube, ni de la liberté d'expression sur Internet. Bien au contraire, des pratiques jusqu'alors prohibées seront autorisées. La réutilisation des œuvres sera simplifiée et les YouTubeurs pourront bénéficier d'une rémunération juste et équitable. YouTube effraie les YouTubeurs qui relaient son message sans même prendre la peine de s'interroger avant. Elle s'appuie sur eux pour mettre en œuvre son lobby. YouTube est une grande entreprise qui a besoin de générer un certain bénéfice. On peut donc comprendre son point de vue, à savoir qu'elle ne veut pas payer pour des licences, et sa stratégie, très intelligente et qui semble fonctionner. Sans vouloir tomber dans la caricature, il faut se méfier lorsqu'une entreprise déclare vouloir protéger les droits et libertés des citoyens. Bien souvent, elle se sert de cet argument comme paravent pour dissimuler ses véritables intérêts. C'est à nous, citoyens, de nous informer, de réfléchir, de peser le pour et le contre avant d'agir. J'espère avoir été clair et compréhensible. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Je vous remercie pour votre attention.